Visiblement, on n'avait pas le droit aux bougies. Pas nous. Bonjour. Je savais pas que ça allait être cette disposition. Je pensais qu'on allait être debout, je sais pas. Surtout que Arnaud, ce matin, m'a vu, on a petit déjeuner ensemble, manger des tartines de Pont-l'Évêque. Donc il avait espéré que je sois un peu plus loin. Donc nous sommes là sur scène, Arnaud et moi, pour vous faire un dialogue apaisé, pour reprendre les mots de Jean. Et nous sommes là parce qu'il y a un livre qui existe, qui s'appelle « Comment détourner un banc de poissons ». Il se trouve que Arnaud est un des personnages de ce livre et que j'en suis l'autrice. Moi, j'aimerais que les livres parlent tout seuls et c'est pas ce que je préfère, venir parler des livres. Je voudrais qu'ils parlent tout seuls à ma place. Mais quand Lucie, les gens m'ont demandé de venir parler de ce livre, qui parle de dirigeants et dirigeantes qui font autrement, qui s'aperçoivent qu'ils dirigent finalement peut-être pas grand-chose, je me suis dit, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un des personnages du livre qui vienne sur scène avec moi. Et comme ça faisait 1 an et demi que je voulais passer un temps avec Arnaud et qu'on n'y arrivait pas parce qu'il est très occupé, je me suis dit ça sera aussi l'occasion de dîner avec Arnaud. J'ai pas réussi à dîner avec Arnaud hier parce que j'ai dîné avec des personnes merveilleuses qui sont dans la salle et que j'ai rencontrées, mais on a quand même petit déjeuner ensemble. Et Arnaud est donc le dirigeant de Tikamoon, un des 6 personnages en quête d'autrice qui sont dans ce livre. Et quand j'ai rencontré Arnaud, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était une rencontre lumineuse. J'allais dire, pour reprendre les mots de Jean-Pierre ce matin, que même Vladimir Poutine aime Arnaud. Et peut-être que le mieux, c'est que tu te présentes toi-même en quelques minutes pour que la salle te connaisse. Bonjour à tous. Juste en quelques mots, moi je suis originaire de Lille et avant d'y revenir pour fonder Tikamoon il y a 15 ans, je suis passé par l'ESSEC, par Total aux États-Unis, par KPMG à Paris, par 3 Suisses et pour les intimes ou les moins jeunes par 2foismoincher.com. Voilà. Alors on a l'impression que moi aussi je fais partie de Tikamoon. J'ai postulé plusieurs fois mais je n'ai pas encore été prise. Je voulais être poète d'entreprise, peut-être un jour, mais en l'occurrence je ne fais pas partie de Tikamoon, je suis juste écrivaine. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime ? J'aime, c'est très banal, hein, j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime la nature, je suis très ému par la nature, je viens d'un petit village, je suis très ému par ce recontact de la nature que je reprends au fil des années. Ça m'arrive d'être hypnotisé par un arbre ou par un petit ruisseau de la montagne basque. Et donc, ce qui m'anime, c'est de plus en plus de pouvoir contribuer à un changement. Moi, j'ai toujours été un peu décalé par ma sensibilité et par ma quête de sens, étudiant ou professionnel. Et là, enfin, dans la position dans laquelle je suis, j'arrive à réconcilier qui je suis et mes intentions pour le monde, en essayant d'orienter cette entreprise pour faire le plus de bien que de tort à la planète. Et c'est ma quête, défricher des chemins de réconciliation entre économie et écologie. Et peut-être de la même façon que tu l'as fait il y a plus d'1 an, en face de moi, et ce qui m'a servi d'écrire le chapitre sur toi dans le livre, est-ce que tu peux nous parler de Tikamoon ? Tikamoon, c'est une belle entreprise qu'on a fondée il y a 15 ans. On est 250 personnes. Notre métier, c'est de concevoir et distribuer du mobilier en bois massif, durable et livré monté. C'est ça notre métier. Je te coupe juste pour dire que tu étais donc la parfaite personne pour meubler cette conversation à mes côtés ce matin. Oui, c'est la personne idoine, en effet. Et donc notre métier, c'est de prélever des arbres matures qui ont cessé de capter du carbone ou qui en captent beaucoup moins pour planter un jeune arbre qui va se gonfler de carbone
et de faire de cet arbre mature, de le découper en planches intelligemment pour qu'il meuble les maisons et que ça dure longtemps. Donc nous, on est sur le cycle court du carbone, on vend des molécules de carbone, mais jeunes, pas fossiles, et on essaie de faire en sorte que ce soit séquestré pour longtemps, et ça c'est la base de notre vocation visée régénérative. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, sur ton ordinateur, tu avais des schémas sur les différences entre les essences d'arbres et la captation du carbone. C'était passionnant. Tu disais vocation régénérative, c'est un des thèmes du livre. Et est-ce que tu peux nous parler de ça ? Moi, ma question, c'était aussi c'est une question que je posais à tous les entrepreneurs, entrepreneuses. Quand j'écrivais, c'était comment vous voyez le monde et votre entreprise, le collectif, dans 10, 20, 30 ans. Quand on a fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, on a posé une intention. Et ça, c'est notre rêve. Notre rêve, c'est de minimiser la production de meubles pour les 100 prochaines années. Et on a une chance, en fait, dans cette expérience pour aller faire les pionniers de l'expérience régénérative, c'est que d'abord, on travaille avec une matière première qui est naturelle, qui est monomatière, qui est naturelle, comme le lin, on travaille avec du bois. Et le bois, c'est avec la pierre, le matériau utilisé depuis longtemps par Homo, même par les hominidés, en fait, le bois et la pierre. Donc on travaille avec cette matière première qui est du carbone capté. Donc ça, c'est déjà une chance. Et puis notre intention, c'est faire en sorte qu'on serve positivement la planète. Donc dans notre visée régénérative, l'intention, ça a été de faire plus de bien que de tort. Et donc on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas espérer être vertueux si nos meubles ne duraient pas au moins aussi longtemps que l'arbre duquel il est issu. Donc il faut que les meubles durent jusqu'à ce que le nouvel arbre soit prêt. Donc c'est ça notre intention. Donc pour un teck, ça doit durer 40 ans, pour un chêne 60 ans, ou 80 plutôt, pour un hêtre 60. Et donc on essaie de faire en sorte que ça puisse durer le plus longtemps possible. C'est ce qu'on a fait. On a monté en gamme nos produits. On vise 100 ans. Maintenant, c'est pas si facile pour nous parce qu'on a dû, à un moment donné, accompagner le client parce que ça ne sert à rien de faire des meubles qui durent 100 ans si le client, par paresse ou par ignorance, le met sur le trottoir au bout de quelques années. Donc l'idée, ça a été de former nos clients, les sensibiliser à cette matière précieuse, parce que le carbone, il a été capté et il ne doit pas se réémettre, donc on veut le séquestrer pour 100 ans. Donc on a mis en place des tutos pour sensibiliser, pour former à l'entretien, à la réparation. Et puis ensuite, on se rend compte qu'un meuble qui dure 100 ans, c'est pas forcément sexy, parce que le client, il peut se lasser, même il peut trépasser. Donc il a fallu qu'on mette en place des éléments de circulation de ces meubles. Finalement, vous êtes garant de ce petit puits de carbone pendant 10 ou 20 ans et il va passer de main en main. Et nous, on va se mettre à ces points de jonction, reprendre, réparer, revendre. C'est ça l'idée. Notre business model est en train de changer pour mettre en œuvre un marché secondaire. Donc on a lancé la garantie reprise des meubles il y a quelques mois dans la région Hauts-de-France. Ça va se généraliser bientôt. Donc on va avoir un flux de meubles en retour, mettre en place la location, faire circuler, passer plutôt de la propriété à l'usage, et avec un rêve, comme dit Jean-Pierre tout à l'heure. Alors notre rêve grand, c'est justement que quand tout le monde sera équipé de meubles en bois massif, finalement on n'aura plus besoin d'en produire, mais de les faire circuler, de les régénérer, de les passer de main en main. Une question que j'ai adoré vous poser à tous les 6 quand je vous ai rencontrés, c'est de quelle action vous êtes le plus fier ? Je pense que c'est d'être arrivé au zéro déchet bois. Comme on a sacralisé la planche de bois, on voulait absolument ne plus rien jeter. Et aujourd'hui, on a réussi, sur les 7000 retours qui nous reviennent tous les ans de nos clients, on a réussi à être en zéro déchet bois. Ils sont soit remis en stock, soit réparés et revendus dans notre hub circulaire de Lille, ou soit démontés en planche et offerts dans une entreprise d'insertion
d'ébénisterie qui va reconstruire des planches, des meubles. Et comme je voulais aussi que le livre se lise comme un roman, j'ai vraiment essayé de vous présenter de façon la plus humaine possible, avec les ombres, les lumières. Et je vous ai demandé aussi à chacun de parler d'un échec ou d'un compromis que vous avez fait dans votre trajectoire. Le compromis, il est toutes les semaines ou tous les mois avec notre partenaire financier et actionnaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours aligné dans nos vues. Donc, on fait un compromis entre la rentabilité et la soutenabilité. Parmi les échecs, ça a été difficile d'impliquer les équipes, notamment au niveau de la CEC. On était très en avant avec notre directeur durable. Convention des entreprises pour le climat. Absolument. Donc on est très en avance et on était un peu sur la locomotive de tête et on n'a pas suffisamment pris le temps d'embarquer. On l'a fait tard. Parmi les échecs aussi, c'est un échec relatif qu'on est en train de compenser, mais pousser les meubles à une longévité de 100 ans, c'est augmenter la qualité, donc c'est augmenter les prix. Et donc on a un peu dépeuplé les meubles les plus accessibles, et on est en train de le compenser en travaillant sur le marché secondaire, sur la location, pour pouvoir permettre à chacun et au plus grand nombre d'accéder au mobilier durable. Quand j'ai eu fini d'écrire les portraits, il y a eu un moment délicat où je vous ai envoyé à tous les 6 le PDF pour que vous relisiez. Donc chacun a relu son portrait, m'a dit oui. De toute façon, il n'y avait même pas de deal là-dessus. J'allais écrire ce que j'avais ressenti en vous rencontrant. Et tu fais partie de ceux qui ont lu tout le texte. Donc ça m'a beaucoup touchée. C'est pas précipité juste sur ton portrait pour voir si ça allait être à ton avantage. Et tu m'as fait un retour qui m'a beaucoup touchée. Et donc peut-être je voulais te demander aussi, parmi les 5 autres témoignages, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a ému ? J'ai adoré le portrait que tu as fait de Sophie Robert-Velu, qui est la DG de Mustela. Et tu l'as croquée chez elle, dans sa cuisine, avec ses sandales. Tu racontes la famille, d'où elle vient, son mari qui accueille des migrants, et puis elle qui est très investie, qui vient d'une famille très sociale. Donc ça m'a beaucoup plu, cette intimité, mais une intimité douce et respectueuse, mais ouais, ça m'a beaucoup touché. Je t'en prie. et à mon tour, Louise Broways, de vous poser quelques 6 minutes 49, questions. Donc c'était vraiment moite-moite. Ouais. On avait 20 minutes. Ouais, donc allons-y. Quels sont, toi, tes témoignages qui t'ont le plus touché ? Alors moi, j'ai commencé à écrire en étant assez sceptique, je dois dire, sur la démarche, parce que j'avais travaillé beaucoup dans l'entreprise et il y avait une part de moi qui n'y croyait plus au fait qu'on peut faire bouger les lignes, y croire encore au sein de l'entreprise. Et j'ai eu énormément de surprises parce que j'ai adoré toutes les rencontres. Mais surtout, la grande surprise qu'il y a eu, parce qu'en fait, quand on écrit, à chaque fois, il y a une surprise. Quand on commence à écrire, on en parlait hier en atelier, il y a une partie de nous qui sait où elle va, et puis il y a une partie qui ne sait pas du tout. Il y a l'inconscient qui arrive, et heureusement d'ailleurs, on ne sait pas vers où on va. Et finalement, j'ai écrit un peu un portrait en creux de mon père, c'est-à-dire en allant à la rencontre de vous 6, j'ai à chaque fois beaucoup ri, pleuré. Bon, je pleure facilement, mais j'ai été vraiment très émue. Mais parce que ça me faisait aussi revivre des scènes que j'avais vécues enfant ou adolescente avec mon père qui était entrepreneur. Et j'ai compris beaucoup de choses sur mon père 30 ans après. Donc ça, c'était très, très touchant pour moi. Et du coup, c'était ça la surprise. C'était que finalement, il y aurait un petit portrait en creux de mon père au fil des lignes. Est-ce que, aujourd'hui, je sais que tu as démarré sceptique dans l'écriture de ce livre sur le rôle de l'entreprise par rapport à la planète. Est-ce qu'après le livre, tu as réveillé ou réenchanté l'espoir pour toi des entreprises et pour la planète ? Finalement, oui. C'était finalement une des trajectoires du livre. C'est que je commence assez sceptique et que j'ai
sincèrement quelque chose qui se réallume en vous écoutant, chacun dans des domaines d'activité très différents, avec vos personnalités. Et ce qui me touche énormément, c'est... on entend beaucoup parler des petites actions individuelles qu'on doit faire. Et on sait que c'est pas ça qui va changer entièrement les choses. Je crois que le chiffre, c'est 25%. J'essaye de dire des chiffres, j'en dis pas autant que Jean-Pierre, mais j'essaye d'en dire quand même. Et si on fait tout ce qu'on peut à échelle individuelle, on fait bouger les lignes à hauteur de 25% de ce qu'il faudrait faire. On sait que l'échelle collective, elle est très importante. On sait aussi qu'au niveau politique, ça patine un peu. Ça va peut-être venir. Et donc, il reste cet endroit, ce maillon tellement important qui est celui de l'entreprise, qui n'est pas sexy. Je suis désolée de le dire là, mais moi, je suis romancière, donc j'évolue dans d'autres sphères. Et quand je dis, alors oui, mon dernier livre, c'est un livre sur des entrepreneurs, ça y est, j'ai perdu tout le monde. Et au contraire, j'ai essayé dans ce livre de le rendre sexy, c'est-à-dire que ça se lise comme un roman. Et j'ai été vraiment touchée par... la façon dont vous y croyez, les actions qui se passent à l'intérieur. Et je pense que c'est quand même un endroit qu'il faut réenchanter parce qu'on est très nombreux à soit l'avoir quitté parce qu'on n'y trouvait pas notre compte, soit y être encore et parfois souffrir. Et donc ça a vraiment réveillé en moi quelque chose de très positif, un espoir. Comment tu as... moi j'ai eu la chance de lire tes 2 livres, La Reverdie, qui est un livre poétique, histoire d'amour, verte, embarquante, et Comment détourner un banc de poissons. Comment tu as fait pour mêler poésie et entreprise? Est-ce que ça a été un exercice difficile? Alors c'est drôle parce qu'on a notre trame là, on s'est fait chacun 5-6 questions. Arnaud, il a écrit ses réponses, c'est vraiment très beau, ces petites... Et comme c'est lui qui a fait le doc, là dans mes réponses, à chaque fois il a écrit bla bla bla. Donc, je trouve ça drôle en fait. Donc là, je vois blablabla. Je m'étais dit que tu allais peut-être un peu écrire mes réponses, tu vois. Non, en fait, écrire, pour moi, c'est relié. Je crois que Lucille parlait aussi de ce thème-là ce matin. Lire et lier, c'est les mêmes lettres. Et j'ai l'impression que quand on écrit, on peut relier des choses qui apparemment sont très éloignées. D'ailleurs, l'écologie, c'est la science des liens. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'anime, le lien. Et l'idée de mettre de l'entreprise dans un livre qui puisse se lire comme un roman, je trouve ça assez excitant, de prendre un sujet apparemment un peu austère et difficile. Et l'éditeur de ce livre, François, la maison s'appelle L'Arbre qui marche, il vient me chercher en me disant « J'ai lu La Reverdie, ce roman d'amour dont tu parles, sur la couleur verte. Je voudrais que tu l'écrives avec cette même narratrice, assez authentique, qui est proche de moi, sans être tout à fait moi, et que tu ailles à la rencontre des dirigeants. » Et ça me touche, qu'on essaye de faire le pont comme ça entre des sujets, la littérature, l'entreprise, qui sont apparemment éloignés. Louise, comme il nous reste 2 minutes, ouais. Est-ce que, à la fin du livre, tu identifies des points communs entre ces profils? Est-ce que tu peux les rappeler? Ouais, là pour le coup, je les ai notés. C'est l'éditeur qui me dit en conclusion, ce serait bien que tu nous dises quand même, en les ayant écoutés, ce que tu retiens, ce qu'il en ressort. Moi, j'ai horreur de ça. Je fais une école d'ingénieur, je ne veux plus entendre parler de synthèse. Donc moi, j'aime bien les détails. J'aime bien me souvenir de la couleur des chemises des personnes du premier rang. C'est quelque chose qui m'anime. Donc je me suis vraiment fait violence pour réussir à trouver ces points communs. J'en ai trouvé 5, qui sont l'authenticité. Et ça, en l'occurrence, c'est aussi un bon ingrédient pour faire un bon livre. J'ai trouvé que vous 6, vous étiez assez authentiques et que vous parliez aussi de tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce que vous aviez raté, vos insomnies, vos cauchemars, vos regrets, etc. Ça, c'était très fort, parce qu'on ne peut pas faire un bon livre si c'est que de la lumière et on ne va pas y croire, parce qu'on est tous traversés par des émotions aussi négatives et désagréables. Même vous, pendant ces 20 minutes-là, vous vous êtes forcément dit à un moment qu'est-ce que je fais là? La robustesse, ça c'est le deuxième. Beaucoup inspiré par la pensée de quelqu'un qui s'appelle Olivier Amand, qui dit que la robustesse, c'est maintenir un système stable malgré les fluctuations et en pénurie de ressources. Ça, je trouve ça très beau. C'est une belle métaphore de la vie. Et ça, c'est quelque chose que vous faites tous, c'est-à-dire vraiment multiplier les liens. On n'a pas un fournisseur, on en a 5. Côté couteau suisse, on n'est pas performant dans un domaine, mais on multiplie un peu
nos expertises, nos liens avec l'écosystème, la lucidité, c'est-à-dire que vous êtes tous passés par la CEC, Convention des entreprises pour le climat, et ça vous ouvre les yeux vraiment sur l'état du monde qui a été largement décrit par Audrey avant. Il y a l'assise affective solide, ça m'a beaucoup touchée, c'est-à-dire que vous avez tous parlé de votre enfance et que vous avez un peu grandi dans une forme de cocon d'amour, c'est terminé. Et le 5e, c'est, j'ai appelé ça y croire, c'est-à-dire comment il y a des personnes qui n'y croient plus, c'est-à-dire qui pensent que leur action ne va pas avoir d'impact sur le monde, et vous y croyez encore. Et ça, je trouve ça très beau de se dire, même mon action, même toute petite, va avoir un impact sur le grand tissu du vivant. Même si c'est tout petit, c'est infime, ça compte, ça joue, et je continue. Je me lève le matin et je continue. Et nous concluons. Merci beaucoup Arnaud. Merci Louise. Peut-être en vous disant ces 6 postures, l'authenticité, la robustesse, la lucidité, l'assise affective solide et y croire. À vous de les disséminer autour de vous, dans vos entreprises, vos familles. Voilà. Merci. Merci.